Merci, bonjour à toutes et tous. Donc je vais étendre les exposés du jour sur les barres de galaxies dans les galaxies spirales et plus généralement sur les principales structures morphologiques des galaxies au cours de l'évolution de l'univers, en repartant d'éléments que vous venez de voir dans l'exposé précédent et en détaillant des travaux de recherche plus récents, voire quelques recherches en cours, pour vous montrer que les barres et la morphologie des galaxies sont à la fois des traceurs de l'histoire de la formation des galaxies depuis le Big Bang ou presque, et aussi des moteurs de l'évolution des galaxies avec la formation de nouvelles structures, la formation d'étoiles, la croissance des trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre des galaxies. Puisque quand on considère la séquence de Hubble qui classifie historiquement les galaxies, on a quelques galaxies régulières, on a surtout des galaxies elliptiques, lenticulaires, spirales. L'essentiel des étoiles ne se forme pas dans les galaxies elliptiques et lenticulaires qui sont dites mortes, qui n'ont plus de formation stellaire. L'essentiel des étoiles se forme dans les galaxies spirales. Et la majorité des galaxies spirales, voire toutes, en tout cas aujourd'hui, sont des spirales barrées. Donc l'essentiel des étoiles de l'univers, de la lumière qu'on peut observer dans le ciel, finalement, provient de l'évolution des galaxies spirales barrées. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ces structures sont omniprésentes. Aussi, est-ce que ça a toujours été le cas si on observe les galaxies très lointaines qu'on voit donc dans l'univers jeune des galaxies primordiales, et comment ces structures morphologiques ont influencé l'évolution des galaxies. Donc je vais recourir au long de l'exposé pas mal à des résultats de simulations numériques. Donc on utilise pour comprendre l'évolution des galaxies deux types de simulations. Alors il y a les simulations idéalisées, on va simuler qu'une galaxie. C'est des simulations du type de celles que vous avez vues dans l'exposé précédent. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de partir du Big Bang, former les structures de matière noire, refroidir les baryons dans les structures de matière noire ab initio. On va simuler pendant quelques temps de rotation, 1 ou 2 milliards d'années, une galaxie ou une paire de galaxies ou un groupe de galaxies. On part des conditions initiales qui sont ce qu'on pense être observé. Alors, par exemple, sur l'image ici à droite, c'est une galaxie à peu près de la masse de la Voie lactée. On a mis un disque avec le bulbe central qui a la même masse que la Voie lactée, une distribution de matière noire qui donne une courbe de rotation identique à celle de la Voie lactée. On laisse le système évoluer. Alors vous voyez qu'il y a une barre, l'image montre le gaz, il y a une barre qui s'est formée, il y a des bras spiraux, et puis on a zoomé sur certaines des structures denses qui sont en fait des nuages de gaz très denses sous forme de nouvelles étoiles. On voit qu'il y a une structure turbulente. Des fois, à l'intérieur de ces nuages denses, il y a des vides qui sont créés dans le nuage. C'est souvent des étoiles massives qui vont exploser en supernovae. Et donc on arrive à avoir une très haute résolution, à décrire la formation de nuages de gaz et même la structure interne des nuages de gaz dans les galaxies très en détail. Par contre, on n'explique pas ab initio, en partant des conditions initiales cosmologiques, pourquoi les galaxies ont cette masse ou cette forme. L'autre type de simulation, plus récent, parce que demandant des moyens de calcul un peu plus importants, ce sont les simulations cosmologiques, où là on va partir typiquement des fluctuations primordiales de l'univers, dominées par la matière noire. Et on va simuler l'histoire complète de l'univers jusqu'à aujourd'hui, si on veut, sur des grands volumes, alors pas forcément sur l'univers entier, mais sur des boîtes qui font des dizaines ou des centaines de mégaparsecs. Et on va reproduire donc la structure à grande échelle de l'univers, vous le voyez sur l'image la plus à gauche, avec des filaments de matière. Ici, ce sont les baryons, c'est du gaz froid, mais qui suivent les filaments de matière noire. Aux intersections des filaments, vous avez les halos de matière noire les plus massifs, et au centre de ces halos, vous avez des objets beaucoup plus petits qui sont les galaxies. J'ai zoomé sur 3 galaxies. Vous voyez que maintenant, dans ces simulations, on arrive à résoudre un petit peu la morphologie des galaxies. On ne résout pas non plus en détail la structure interne du gaz dans les bras spiraux, les sites de formation d'étoiles, de nouvelles étoiles. Donc on va utiliser un peu ces deux types de simulations. Les échelles traitées sont différentes, mais à chaque fois, la physique qu'on met dans ces simulations, des fois on rajoute quelques ingrédients, mais les ingrédients physiques sont en général les mêmes, c'est-à-dire c'est la gravité, la dynamique gravitationnelle, la gravité de la matière noire, des étoiles, du gaz, l'hydrodynamique, puisque le gaz du milieu interstellaire a un comportement qui fait que deux éléments de gaz ne peuvent pas se croiser, mais peuvent par contre s'entrechoquer. Le refroidissement du gaz, qui l'aide alors qu'il remplit initialement les halos de matière noire, ça s'est étendu à se concentrer en des galaxies plus denses au centre. La formation d'étoiles et puis les processus de rétroaction stellaire, notamment les explosions de supernovae ou les étoiles jeunes, massives, très lumineuses qui par leur rayonnement, chauffent et pressurisent le gaz environnant. Donc pour en revenir aux objets qu'on essaye d'expliquer, les galaxies spirales barrées, comme ça a été dit précédemment, la quasi-totalité des galaxies spirales possède une barre. C'est d'autant plus vrai quand on observe les galaxies dans l'infrarouge,
vous avez à gauche une image dans la lumière visible, l'optique, d'une galaxie spirale. On voit que la barre est visible dans ce cas, mais on voit quand même qu'il y a deux traînées sombres qui sont l'absorption par la poussière qui suit le gaz. Le gaz n'est pas dans la barre, le gaz forme deux bras spiraux à l'avant de la barre, déplacés. Quand on observe en proche infrarouge à droite, la poussière n'absorbe quasiment plus, d'une part. D'autre part, dans l'infrarouge, on est sensible à toutes les étoiles indépendamment de leur masse, alors que dans l'optique et surtout dans la lumière bleue, on ne voit que les étoiles qui émettent beaucoup de lumière bleue, c'est-à-dire les étoiles très massives. Les étoiles très massives vivent très peu de temps, donc elles sont juste dans leur site de formation. Donc on voit juste les sites de formation stellaire. En allant dans le proche infrarouge, on voit mieux la distribution de la masse de toutes les étoiles, et là on voit la barre de manière beaucoup plus évidente. Pour les barres plus faibles, parfois on ne les voit que dans le proche infrarouge, et c'est pour ça que c'est seulement depuis 10-15 ans qu'on sait que quasiment toutes les galaxies spirales de l'univers actuel ont des barres. Alors comment on explique cet élément ? Il y a des faits qui sont connus depuis longtemps, donc je repars des simulations qu'on a vues uniquement de dynamique gravitationnelle, sans même mettre d'hydrodynamique, d'évolution de galaxies-disques dans des halos de matière noire. Et comme ça a été dit, la friction dynamique peut amplifier les petites fluctuations aléatoires qu'on va avoir. Toute distorsion ovale va avoir tendance à provoquer de la friction dynamique. Le halo de matière noire va absorber le moment angulaire présent dans les régions centrales du disque qui mène à la formation d'une barre, et on voit un exemple de barre qui s'amplifie en quelques rotations d'une galaxie, bien plus jeune que l'âge, enfin bien moins long que l'âge de l'univers. Ce processus a tendance à ralentir les barres, et il avait d'abord été mis en cause que toutes les barres seraient lentes. Et maintenant, des simulations par Atanasoula il y a 2 ans montrent qu'en fait, si on prend en compte le fait que les halos de matière noire ne sont pas des structures symétriques, bien sphériques, mais plutôt des structures triaxiales allongées parce qu'elles ont interagi avec d'autres halos de matière noire, d'autres galaxies, ou parce qu'il y a eu des collisions et fusions de halos de matière noire entre eux, on arrive à reproduire la distribution qu'on voit en bas, qui est le rapport entre le rayon de corotation et la longueur de barre, ce qui veut dire qu'on a des barres qui sont rapides. Une barre rapide va avoir sa corotation proche d'elle-même, alors qu'on a aussi des barres lentes. Une barre lente va tourner lentement, donc les étoiles qui sont en corotation sont celles qui tournent lentement, donc qui sont dans le disque externe. Et on arrive à reproduire cette distribution, donc à avoir par ce simple processus des barres relativement réalistes. Un autre processus qui peut aussi permettre de créer des barres, c'est les interactions entre galaxies. On voit en bas une simulation d'une galaxie qui initialement est non barrée, mais qui interagit avec une autre galaxie de même masse située, qui passe à proximité à une centaine de kiloparsecs dans la direction indiquée par les flèches vertes, dans une configuration favorable, c'est-à-dire que l'orientation de l'orbite est la même que l'orientation de la rotation de la galaxie qu'on considère. Et vous voyez que la galaxie non barrée devient barrée, essentiellement parce que les forces de marée exercées par la seconde galaxie allongent les orbites toutes dans la même direction. Une barre, c'est avant tout un ensemble d'orbites stellaires allongées dans la même direction. Par contre, si on a une galaxie qui initialement contient une barre et que l'interaction se fait en sens inverse, de manière rétrograde, on peut avoir une antirésonance qui va affaiblir, voire détruire la barre existante. Moi, j'ai toujours l'image. C'est revenu. Bien. Donc, il n'est pas évident que les collisions de galaxies forment plus de barres qu'il n'y en a déjà dans l'univers. D'ailleurs, il y a beaucoup de collisions de galaxies célèbres avec des belles images du télescope spatial, comme la collision des antennes, où là, on arrive à voir deux galaxies en train d'interagir. Alors, on voit des amas de formation d'étoiles autour des noyaux, mais on voit deux noyaux de galaxies qui sont vraiment ronds. C'est parmi les barres les plus faibles qu'on peut trouver dans l'univers proche. Peut-être parce qu'il y avait des barres avant et que l'interaction les a détruites. Il y a quand même des simulations cosmologiques qui permettent d'établir un bilan entre les aspects favorables et défavorables et qui montrent, donc dans la simulation d'Itillustris, une des simulations cosmologiques les plus récentes, qu'on représente, donc TF, c'est une force d'interaction quand deux galaxies se croisent, et on représente l'ajout, la force supplémentaire de barres après l'interaction. On voit que plus les interactions sont fortes, plus les barres de galaxies sont fortes ensuite. Donc il semblerait que le bilan soit positif. En tout cas, on peut au moins, par un raisonnement par l'absurde, se dire que s'il n'y avait pas d'autres processus pour créer les barres, si les galaxies, avant d'avoir des interactions, n'avaient pas de barres, on ne pourrait qu'en créer. Donc c'est un autre processus qui peut créer des barres. Par contre, il y a des processus qui peuvent dissoudre les barres. J'en reparle brièvement. C'est le fait que, à nouveau, je l'illustre dans une galaxie observée. Vous voyez ces deux traînées sombres qui vous montrent où est la poussière, donc où est le gaz. Et le gaz se situe par rapport au sens de rotation à l'avant de la barre. Donc le gaz va perdre du moment angulaire. C'est reproduit depuis longtemps dans des simulations numériques. Et en bas, c'est une mesure
de la quantité de moments angulaires perdus en une rotation par le gaz. On voit que jusqu'au rayon de corotation, le rayon qui vaut 1 sur l'axe des abscisses, le gaz perd à peu près 15% de son moment angulaire en une rotation. C'est quelque chose qu'on a mesuré dans des simulations numériques, c'est quelque chose qu'on peut aussi estimer dans les observations, puisqu'on a moyen de cartographier la distribution en masse des étoiles, la distribution en masse du gaz et d'estimer celle de la matière noire. Donc là, c'était dans des simulations assez anciennes où le gaz formait un milieu continu sans résoudre les nuages détaillés. On l'a refait récemment dans des simulations plus poussées, comme vous voyez à gauche, où le gaz forme toujours des bras spiraux à l'avant de la barre, mais est un gaz fragmenté, turbulent, où on résout les nuages moléculaires de formation d'étoiles. On trouve le même résultat. Donc tout ça confirme. Et comme vous l'avez vu dans l'exposé précédent, la croissance d'une concentration centrale de masse de juste 1% de la masse de la galaxie suffit à fortement affaiblir, voire détruire la barre existante. Avec le fait en plus que si le gaz perd du moment angulaire, il doit en donner à la barre. Et comme la barre est faite d'orbites d'étoiles excentriques allongées selon le même axe, quand on donne du moment angulaire, typiquement on va le donner au moment où les étoiles ont la vitesse la plus faible. Donc on va arrondir les orbites, on va aussi les désaligner, donc on va affaiblir la barre. Et à nouveau, c'est un résultat, c'est un processus qui est connu depuis plus d'une décennie, mais qu'on a remesuré dans ces simulations, où on montre aussi que la destruction de la barre d'étoiles en 1 ou 2 milliards d'années est favorisée par les couples de gravité positifs exercés par le gaz sur la barre. Donc il y a des processus qui créent les barres, il y a des processus qui les détruisent, et quand on mesure en détail la force de barre dans toutes les galaxies spirales, à condition de trouver une barre, on a ce genre d'histogramme. Alors c'est obtenu par une autre méthode que celui que vous avez vu il y a une dizaine de minutes, qui montre que finalement les galaxies non barrées sont une exception presque, beaucoup plus qu'une règle. Alors c'est pas fait juste par des estimations visuelles, c'est fait par des analyses de Fourier, de cartes de densité, en général prises dans le proche infrarouge pour les raisons que j'ai expliquées au début, pour être sensible à la masse de toutes les étoiles et pas sensible favorablement aux étoiles jeunes, ne pas avoir d'absorption par la poussière, on a ce genre d'image. Et à chaque rayon autour du centre de la galaxie, on parcourt de manière circulaire le profil de luminosité ou de densité. On en fait une transformée de Fourier, donc c'est une somme de cosinus m fois θ. M égale 0, c'est la densité moyenne. M égale 1, ça vous dit qu'un côté est plus lumineux que l'autre. M égale 2, ça vous dit que quand vous parcourez un cercle, vous trouvez 2 maximums de lumière. Donc que vous avez une barre ou une paire de bras spiraux. Si la phase est constante, ça veut dire qu'on a une barre. Si la phase n'est pas constante, ça veut dire qu'on a un enroulement spirale. Et donc c'est bien par des méthodes quantitatives qu'on arrive à établir qu'il y a une force de barre mesurable dans quasiment toutes les galaxies spirales de l'univers proche. Et donc ces simulations que vous avez déjà vues qui montrent que si sur plusieurs milliards d'années on fait évoluer des galaxies du type de la Voie lactée en termes de masse, de vitesse de rotation, elles forment spontanément une barre qui va être détruite et puis on va se retrouver avec une galaxie, comme vous le voyez en haut, en anneau avec une très faible distorsion ovale au centre et cette structure ne va plus tellement évoluer, l'anneau progressivement va être parcouru par des bras spiraux, mais c'est loin d'être représentatif de la Voie lactée ou de Messier 33 ou de Messier 31 pour ne citer que les galaxies les plus proches. Si on suppose qu'il y a du gaz qui vient de l'extérieur et qui est accrété régulièrement sur la galaxie, une fois que la barre est détruite, comme vous le voyez dans la série du bas, sur l'image en bas à gauche, on n'a quasiment plus de barre, on reforme une barre qui est ensuite fortement affaiblie et on reforme à nouveau une barre. Bien sûr, la masse a priori nécessaire qu'on apporte à ces galaxies pour reformer leur disque pourrait venir de petites galaxies satellites absorbées progressivement, sauf qu'on peut estimer le nombre de galaxies satellites autour d'une galaxie spirale, on sait les détecter, il y en a quelques-unes autour de la Voie lactée. C'est loin d'être suffisant, c'est pour ça qu'il faut invoquer en plus des réserves de gaz diffus qui alimentent les galaxies continuellement. Un autre argument en faveur de ce processus, c'est quand on regarde un autre aspect de la morphologie des galaxies, c'est les asymétries. Vous voyez à gauche une image d'une galaxie spirale avec une petite barre au centre qui est fortement asymétrique. Et vous voyez ensuite une simulation qui ressemble à une autre observation d'une galaxie asymétrique. À nouveau, ces asymétries ont tendance à se déphaser et se combler spontanément en 1 ou 2 milliards d'années, donc il faut expliquer des processus, invoquer des processus capables de rendre les galaxies asymétriques aujourd'hui ou les maintenir dans leur état asymétrique. Un processus pourrait être à nouveau les interactions de galaxies, sauf que ce que vous voyez sur le diagramme, c'est la force de la distribution des galaxies en fonction de la force d'asymétrie pour les galaxies les plus early type, les types précoces, c'est-à-dire celles qui ont un gros bulbe en tiré plein, et ensuite pour des galaxies ayant de moins en moins de bulbes par rapport à la masse du disque.
Oui, effectivement. Donc ici, pour les galaxies qui ont les plus gros bulbes, et là, les galaxies qui ont les plus petits bulbes, on voit que les galaxies qui ont le plus de bulbes sont les moins asymétriques. Or, les interactions, collisions, fusions de galaxies, vous en entendrez parler les prochaines semaines, aident à accroître la masse de bulbes des galaxies. Donc le processus ne va pas dans le bon sens. Donc c'est un autre argument pour dire que tout cela doit résulter de l'accrétion de gaz. Et c'est des travaux qui ont été confirmés ensuite par des simulations cosmologiques, donc simulations de grand volume. Le volume simulé est 10 fois plus grand que le grand axe de l'image, et vous avez ici une galaxie du type de la Voie lactée. Le halo de matière noire a à peu près cette dimension, il est rempli de gaz chaud, sans doute du gaz éjecté par les supernovas de la galaxie. Et vous voyez ces filaments de gaz froid qui suivent la structure de matière noire à grande échelle, mais de manière plus fine, qui coule au centre des filaments de matière noire, et ce gaz froid qui finit par être canalisé vers la galaxie et alimenter les galaxies. Toutefois, quand on met en perspective du temps de Hubble, de l'âge de l'univers, l'évolution des barres et des bras spiraux, on oublie quand même un élément qui est que, voilà, là on se dit, on fait évoluer pendant 20 milliards d'années une galaxie type Voie lactée, la barre se détruit, il faut la reformer, elle se redétruit, il faut la reformer, il y a besoin d'accrétion de gaz. On suppose quelque part que la galaxie a toujours eu cette morphologie de spirale barrée avec de temps en temps des phases non barrées. Alors on va même plus loin que l'âge de l'univers, on a le droit de se demander comment la galaxie va évoluer, mais même ici, quand on fait évoluer une galaxie pendant 14 milliards d'années, pendant longtemps on l'a fait sans savoir si, à la moitié de l'âge de l'univers, les galaxies avaient les mêmes morphologies qu'aujourd'hui. On l'a fait parce qu'on ne savait pas ce qu'il en était. Et c'est quelque chose qu'il est devenu possible de savoir seulement graduellement depuis une dizaine d'années, grâce au sondage de préférence dans l'infrarouge, toujours pour les mêmes raisons, pour avoir la morphologie de la masse d'étoiles et pas juste la luminosité des étoiles jeunes, de l'univers profond, donc des galaxies très lointaines, qu'on voit telles qu'elles étaient il y a 5 ou 10 milliards d'années. Le champ le plus profond, c'est sur des grands champs, c'est le champ ultra profond de Hubble. Il y en a d'autres, alors il y a des champs un peu plus petits, des champs plus grands qui ont plus de galaxies, qui sont moins profonds. Donc il y a eu une première version d'observation visible par le télescope spatial Hubble en 2004, puis à plus haute résolution avec une nouvelle génération d'instruments en 2009. Le proche infrarouge est arrivé en 2012. Donc vous voyez une image de ce champ. Il contient énormément de galaxies, il n'y a quasiment aucune étoile, je crois qu'il y a 3 ou 4 étoiles au total dans le champ, étoiles très faibles. Et puis ici, j'ai agrandi une région qui se trouve, je crois, qui est ici. Voilà. Vous avez ici une galaxie à un décalage spectral de 0,7, c'est-à-dire que l'univers avait à peu près un peu plus de la moitié de son âge. Ici, une galaxie spirale a un décalage de 1, l'univers avait à peine la moitié de son âge. Ici, une galaxie a un décalage spectral quasiment de 2. Alors l'univers avait plutôt un tiers de son âge, mais c'est le moment où les galaxies avaient formé la moitié de leur masse et d'étoiles, il leur en restait la moitié à former. Et c'est aussi la période la plus active en termes de taux de formation d'étoiles dans l'univers. Donc c'est un peu... Et c'est une galaxie qui a la moitié de la masse de la Voie lactée, donc c'est typiquement un progéniteur de la Voie lactée. Alors pourquoi c'est important d'avoir des observations infrarouges? C'est que on a vu au début de mon exposé que regarder la morphologie d'une galaxie dans la lumière visible ou infrarouge ne donne pas le même résultat. Quand vous observez des galaxies primordiales, donc à un décalage spectral de 1 ou 2, si vous recevez de la lumière dans le domaine visible, elle a été émise dans l'ultraviolet. Donc le problème est encore pire, c'est-à-dire que dans l'ultraviolet, les seules étoiles qui rayonnent significativement dans l'ultraviolet sont les étoiles très massives qui vivent très peu de temps, donc on les voit là où elles viennent de se former. Donc en fait, on a une carte des lieux de formation d'étoiles et pas du tout une carte de la masse de la galaxie. Ici, si on regarde ce que ça donnerait sur une galaxie proche, la galaxie Messier 83, c'est une galaxie spirale barrée assez typique. Ici, elle est vue dans le visible, mais j'ai sélectionné la bande rouge, donc on est près du proche infrarouge. Si on la regarde dans l'UV, dans l'ultraviolet, voilà ce qu'on voit. On ne voit plus du tout là-bas, on voit des grumeaux de formation stellaire le long de bras spiraux. Parce qu'en fait, les étoiles se forment ici. On a une carte du gaz. Dans le gaz, il n'y a que des bras spiraux, il n'y a pas de barres. Donc, c'est très important, les galaxies distantes, d'aller les regarder dans le proche infrarouge pour avoir au moins l'équivalent de la lumière visible émise. Parce que sinon, si on ne voit pas de barres, mais qu'on est en train de recevoir de la lumière visible parce qu'elle a été émise dans l'ultraviolet, les galaxies actuelles avec la même morphologie, on ne verrait pas non plus leurs barres. Et donc,
depuis uniquement quelques années, on peut regarder la fraction de Barr dans l'univers de plus en plus lointain. Alors, les premières études, il y a maintenant une dizaine d'années, c'est une compilation très récente de l'ensemble des données existantes sur ça. Les premières études permettaient de dire on arrive quand même dans l'univers lointain à décalage spectral de presque 1 à trouver quelques barres, mais les statistiques étaient très faibles, et puis petit à petit les statistiques se sont affinées avec des très grands sondages en plus dans le proche infrarouge, donc on sait qu'on ne voit pas que les barres très fortes, mais qu'on voit toutes les barres, avec les deux études qui ont la plus grande statistique, une de 2008, puis surtout une de 2014, les points en noir, qui montrent que la fraction de Barr diminue de plus en plus, et que pour des galaxies de la masse de la Voie lactée, à un décalage spectral de 1, il n'y a presque plus de barres. Et ce n'est pas des effets de décalage spectral qui font qu'on voit la lumière ultraviolette. Et alors en plus, si on regarde ça pour différentes gammes de masse, on a en bleu les galaxies les moins massives, en rouge les plus massives. On voit que les galaxies les plus massives forment leur barre plus tôt, les galaxies les moins massives forment leur barre plus tard. On a le même processus au niveau de la formation de la masse stellaire des galaxies. On sait que les galaxies les plus massives aujourd'hui ont tendance à se former plus vite que les galaxies qui sont aujourd'hui les moins massives. Mais dans tous les cas, qu'on soit sur des galaxies plus massives ou moins massives que la Voie lactée, les barres sont absentes au redshift de 1 ou 2. Alors si on regarde en détail les images de ces galaxies, voilà ce qu'on observe. Alors là, ici, ce qu'on observe dans l'optique. On se souvient, c'est de l'ultraviolet émis, donc on voit que les étoiles très jeunes, on voit les sites de formation stellaire. Et là, on ne voit rien qui ressemble à des barres, on ne voit rien qui ressemble à des bras spiraux non plus. Ça ne ressemble pas à la galaxie Messier 83 vue dans l'ultraviolet, on avait des tout petits grumeaux de formation stellaire. Là, on a quelques gros grumeaux, on les a appelés les clumpy galaxies dans notre communauté en anglais. On a entre 5 et 10 gros grumeaux de formation stellaire, et chacun peut être aussi massif qu'une galaxie naine. Chacun peut avoir une masse de quelques centaines de millions de masses solaires. Alors qu'un amas d'étoiles, donc un lieu de formation d'étoiles dans la Voie lactée, ce sera pour les plus massifs 10 puissance 5 étoiles, 100 000 étoiles. Donc on a un facteur 1000, c'est 1000 fois plus massif qu'une région de formation stellaire de la Voie lactée. Tellement massif qu'on les voit dans l'ultraviolet, mais on les voit, alors si on reçoit du proche infrarouge, on les voit dans la lumière visible, là où normalement on commencerait à voir les barres, on ne voit toujours pas de barres, on voit quelques gros grumeaux. Et même si on reconstitue les cartes de masse, on voit émerger un bulbe central, mais on voit toujours ces structures irrégulières autour du bulbe central. Donc les galaxies primordiales ont des morphologies très différentes finalement. Alors qu'est-ce que c'est que la nature de ces galaxies? Alors on a étudié celle-ci en détail, elle est à un décalage spectral de 1,6. Ici on a une autre galaxie du même type mais d'arrière-plan. Elles ne sont pas en train d'interagir, les décalages spectraux sont connus et très différents. Et avec un spectroscope intégral de champ, c'est-à-dire on découpe la galaxie en pixels et pour chaque pixel on fait un spectre qui nous permet de connaître le décalage de l'arrêt H-alpha de l'hydrogène, la plus lumineuse, on arrive à remonter au champ de vitesse de la galaxie. On voit qu'on a typiquement un côté qui s'approche, un côté qui s'éloigne. Il y a très peu d'irrégularités. Donc ces petits grumeaux ne semblent pas être plusieurs galaxies en train de fusionner entre elles. Éventuellement, ils pourraient l'être si par chance on a une dizaine de galaxies en train de fusionner qui tournent naturellement dans le même sens. Sur un cas, on ne peut pas savoir. Depuis cette première étude qui remonte à il y a 9 ans, les exemples se sont accumulés. Il y a des nouveaux instruments OVLT qui permettent d'observer 50 galaxies en même temps, si on veut. Et on a plein de cartes de ces galaxies. Alors ici, on a des images en luminosité, où on a des fragments le long d'un anneau, et toujours un champ de vitesse qui ressemble à un système en rotation, et pas à plusieurs galaxies qui viennent de l'extérieur et qui sont en train de rentrer en collision et de fusionner. Même chose pour cette galaxie ici, très asymétrique, très irrégulière, avec une dizaine de fragments. Tout se passe comme si on avait un système en train de tourner. Donc il y a peut-être certaines de ces galaxies qui sont des collisions, qui passent un peu inaperçues, mais il ne se peut pas que statistiquement, au hasard, les collisions donnent toujours l'apparence d'une rotation. Par exemple, si ça, c'est plusieurs galaxies, peut-être que cette galaxie-là pourrait tourner à contresens du système global, et ça se verrait sur le champ de vitesse. Donc, si ces grumeaux ne se forment pas par collision-fusion, l'autre mécanisme qui est possible, c'est qu'on ait en fait une grande galaxie qui se fragmente en interne, ou du moins le gaz se fragmente. Et ce qui est intéressant, c'est que les dispersions de vitesse, les mouvements aléatoires au sein du gaz peuvent être mesurés parce qu'ils élargissent les raies de l'hydrogène. Et on trouve qu'on a des mouvements aléatoires de la turbulence en fait, à 50 ou voire 100 km par seconde, alors que dans la Voie lactée, c'est 5 ou 10. Donc les mouvements de turbulence sont 10 fois plus rapides. Ce qui fait que la masse de Jeans, c'est-à-dire la masse caractéristique d'une éventuelle instabilité gravitationnelle,
n'est pas de 10 puissance 6 masse solaire comme elle l'est dans la Voie lactée, elle est de 10 puissance 8, voire 10 puissance 9 masse solaire. Donc s'il se produit une instabilité et qu'il y a fragmentation, les fragments vont être eux-mêmes dans cette gamme de masse. Après, est-ce qu'on a fragmentation? Pour avoir fragmentation, vous connaissez le critère de Toomre qui dit qu'il faut en gros que les forces de gravité d'un morceau de galaxie qui essaye de s'effondrer sur lui-même l'emportent sur la stabilisation par la rotation. Et pour ça, il faut de préférence avoir des faibles dispersions de vitesse. Donc si on a des grandes dispersions de vitesse, il va aussi falloir beaucoup d'autogravité, donc des grandes densités surfaciques de gaz. Et justement, on a notamment grâce au plateau de l'interféromètre du plateau de Bure en France et surtout depuis 2 ans, grâce à l'interféromètre ALMA, on a moyen de mesurer l'abondance de raies d'émission du gaz moléculaire ou de la poussière associée au gaz. Et par diverses observations, on arrive toujours à la même conclusion, qui est que la fraction de gaz contenue dans les galaxies qui forment des étoiles est de l'ordre de quelques pourcents, entre 5 et 10% dans l'univers proche, mais s'élève régulièrement pour atteindre à peu près 30% à un décalage spectral de 1 et 50% à un décalage spectral de 2. Et donc les densités surfaciques de gaz sont 10 fois plus élevées que dans la Voie lactée. Elles rendent l'instabilité possible, c'est-à-dire que le paramètre de Toomre, Q, peut descendre en dessous de 1 ou être de l'ordre de 1. Et donc on peut avoir fragmentation en fragments géants. Et ce scénario de fragmentation, on l'a vérifié dans des simulations numériques, où au lieu de mettre un disque d'étoile avec un bulbe d'étoile, un disque de gaz et un halo de matière noire qui assure une courbe de rotation ressemblant à la Voie lactée, on met des paramètres initiaux qui ressemblent à ces galaxies de l'univers primordial. C'est-à-dire essentiellement, on va mettre moins de masse dans le bulbe central qui n'est pas forcément encore formé. On va mettre des disques un petit peu plus compacts en rayon parce qu'on observe qu'ils sont un petit peu plus compacts. Et surtout, on ne va pas mettre 95% d'étoiles et 5% de gaz. On va mettre 50% de gaz, 50% d'étoiles pour les baryons et un halo de matière noire autour. Et spontanément, pour les types Voie lactée, on avait spontanément formation de spirales barrées. Là, en 1 ou 2 temps de rotation du disque, voilà ce qu'on obtient. Je vous montre une image du gaz. La carte des étoiles jeunes, donc l'ultraviolet reçu dans l'optique, aurait à peu près la même tête. Les étoiles vieilles sont un peu plus diffuses, mais vous voyez qu'on n'a pas de barre. On ne voit même pas de bulbe central puisque le centre de la galaxie est ici. On a des gros fragments avec de la structure interne de gaz et des bras spiraux secondaires qui en fait sont plus induits par la présence de ces fragments qui dominent le potentiel, les asymétries du potentiel gravitationnel. La structure spirale ne domine pas. Donc ces galaxies primordiales, vu leurs propriétés, ont bien comme propriété, comme caractéristique de se fragmenter et de prendre ces formes irrégulières spontanément par leur évolution interne. Alors, une fois qu'on a formé ces fragments, ces sortes de super régions de formation stellaire, elles sont tellement massives qu'elles ne vont pas avoir la même évolution qu'un amas d'étoiles dans la Voie lactée. Un amas d'étoiles qui se forme dans un nuage de gaz dans la Voie lactée ne va pas changer la structure de la Voie lactée. Ces régions contiennent chacune quelques pourcents de la masse de la galaxie qui les héberge. Et donc on voit un exemple ici d'une région qui se forme. Elle est en rotation dans la galaxie, mais elle va subir un processus qu'on a déjà évoqué, qui est la friction dynamique. C'est-à-dire que ce fragment se déplace autour de gaz, d'autres étoiles, de particules de matière noire. Donc ce fragment tend à attirer vers lui ces autres éléments. Mais en même temps, il avance, donc il va les attirer, en même temps il va bouger, donc il va se retrouver avec une accumulation de masse dans son sillage. Cette accumulation de masse freine le mouvement de l'objet qu'il a induit, c'est ce qu'on appelle le processus de friction dynamique. Et c'est ça qui fait perdre de la vitesse, de l'énergie cinétique et du moment angulaire à ce fragment qui va finir par tomber en seulement 2 ou 3 rotations du disque galactique, c'est-à-dire en seulement 1 milliard d'années, court par rapport à l'âge de l'univers, il va tomber dans le bulbe. Et donc on va pouvoir alimenter le bulbe central. On a aussi un moyen d'agiter le disque, de l'épaissir et peut-être d'expliquer ce qu'on appelle le disque épais autour de la Voie lactée. Une autre conséquence de ces régions géantes, c'est qu'elles concentrent la formation stellaire, elles concentrent aussi les sources de rétroaction que sont les supernovae, la pression radiative. Et donc vous voyez, je vais remettre le film au début, que ces régions donnent naissance à des vents galactiques très intenses. On voit ici sur cette image donc un zoom sur une région géante de formation stellaire. On voit que le vent galactique part à des vitesses qui dépassent 400 km par seconde. Donc c'est plus que la vitesse d'échappement du halo de matière noire. Donc on va vraiment éjecter du gaz dans le milieu intergalactique. Et par contre, ce que vous remarquez sur le film, c'est que ces fragments, dans le disque que vous voyez par la tranche, j'en ai pris un au hasard, on arrive à les suivre. Ils ne sont pas détruits. Ils éjectent du gaz dans ces vents galactiques, mais eux survivent au processus de rétroaction, ils survivent aux explosions de supernovae. Contrairement aux nuages moléculaires de la Voie lactée qui, eux, sont rapidement détruits. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à migrer vers le centre, à atteindre le centre de leur galaxie haute et à alimenter la croissance des bulbes. Donc finalement, on a
deux morphologies pour les galaxies les plus fréquentes à formation stellaire. Quand on est dans l'univers à la moitié de son âge ou quand les galaxies avaient assemblé la moitié de leur masse, voilà la morphologie typique d'une galaxie complètement irrégulière, fragmentée, essentiellement par instabilité interne. C'est dû à la forte densité surfacique de gaz qui rend le gaz spontanément instable et très turbulent. Et on a dans l'univers proche ces galaxies spirales qui quasiment toutes sont barrées. Donc c'est aussi une instabilité, mais c'est une instabilité non axisymétrique séculaire et qui est due à la plus faible densité de gaz. Et on sait en plus qu'il y a bien un lien entre ces deux types de galaxies, c'est que ce type de galaxie est un descendant de ce type de galaxie. Et c'est ce type-là qui est le progéniteur de celui-ci, parce que, compte tenu de la densité comobile, c'est-à-dire du nombre de galaxies par unité de volume qu'on trouve dans l'univers, ou compte tenu de l'évolution en masse entre un décalage spectral de 2 et un décalage spectral de 0, c'est-à-dire que les galaxies doivent doubler leur masse, on sait identifier statistiquement les progéniteurs des galaxies spirales actuelles. Donc une question intéressante à se poser, c'est est-ce que le scénario cosmologique standard d'évolution des structures de l'univers, d'accrétion de gaz sur les galaxies, permet d'expliquer cette transition morphologique et de la mettre même au bon moment? C'est-à-dire, est-ce qu'on prévoit correctement la période à laquelle les barres vont se former? Donc dans la cosmologie lambda CDM, qui est la plus courante, la plus standard. Je ne sais pas si quelqu'un entend, mais j'ai l'impression que quand je reste longtemps sur une diapositive, quelque chose se met en veille et ce n'est pas mon ordinateur. Je ne sais pas si on peut y faire quelque chose. Donc, au niveau des simulations cosmologiques, ça reste globalement un peu un défi d'arriver à expliquer l'abondance des barres aujourd'hui, parce que voilà, dans des simulations cosmologiques très récentes, les galaxies les plus similaires à la Voie lactée, à l'époque actuelle, un décalage spectral de redshift 0, dans 3 séries de simulations différentes. Et je n'ai pas triché, je les ai prises au hasard. Là, on n'arrive vraiment pas à voir des barres. Alors il y a des simulations qui, en utilisant d'autres codes numériques, font un peu mieux. On ne sait pas très bien d'où ça vient. C'est peut-être des problèmes de résolution, parce que la résolution de ces simulations n'est pas très bonne, donc peut-être qu'elles dissipent trop le moment angulaire et qu'elles font des disques trop compacts qui ont peu de moments angulaires auxquels c'est difficile d'en enlever encore plus pour former des barres. Ou c'est un problème de physique ou d'évolution, de scénario de formation des galaxies qui fait qu'elles n'ont pas assez de moments angulaires. C'est quelque chose qui n'est pas connu. Toutefois, ce qu'on a mis au point, c'est d'autres simulations où on corrige ce défaut en partant pas des instants primordiaux de l'univers. On part d'un grand décalage spectral après 1,5 milliard d'évolution, c'est-à-dire un décalage spectral de 5, avec des galaxies déjà formées avec des propriétés qui ressemblent à peu près à celles qu'on observe. Et on se dit, est-ce qu'ensuite, dans ces simulations en contexte cosmologique complet, mais sans démarrer ab initio du Big Bang, on va arriver à reproduire l'évolution morphologique? Et donc c'est des simulations d'une galaxie dans son environnement proche, donc la boîte de simulation est plus grande que l'image, elle fait à peu près 1 mégaparsec. Et on a d'autres galaxies qui rentrent dans la boîte, on a du gaz diffus qui rentre dans la boîte, d'après ce que prévoient les simulations cosmologiques très grand volume en cosmologie lambda CDM. Et voilà plusieurs galaxies de la masse de la Voie lactée qu'on voit ici à décalage spectral 2, 1, 0,5 et 0. Et bien cette fois, à redshift 0, on a une très forte barre, on a une barre significative, et là on a une barre faible, mais on a une barre. À redshift 0,5, on a déjà une barre ici et là. Par contre, à un décalage spectral de 1, là on n'a pas de barre, on a une galaxie extrêmement irrégulière, extrêmement fragmentée. Ici aussi, on a un disque avec quelques fragments qu'on ne voit pas très bien peut-être sur l'écran. Là, on a une galaxie en collision qui ici a formé un disque avec quelques fragments pas trop dominants. Ici, on a une galaxie qui forme d'abord son bulbe, donc c'est une sorte de galaxie lenticulaire, et ensuite le disque croît par accrétion externe de gaz et se met à devenir une spirale légèrement barrée. Et en simulant quelques dizaines de galaxies spirales comme cela, on a pu, et sur cette image, je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure, c'est la zone en vert, on peut prévoir, en contexte cosmologique, comment la fraction de barres dans les galaxies spirales doit évoluer en fonction du décalage spectral ou en fonction du temps duquel on revient en arrière par rapport à l'instant présent. Et ce qu'on voit, c'est que, alors bien sûr, il y a des observations un peu partout, s'il y en a qui ont une très grande barre d'erreur. Pour les observations qui ont une barre d'erreur pas trop large, on a un très bon accord. Alors d'ailleurs, les simulations ont été faites avant que les observations soient disponibles, donc il n'y a pas de paramètres ajustés pour pouvoir reproduire la bonne fraction de barres. Ça semble être un résultat qui sort spontanément des prédictions de l'évolution cosmologique, de comment les galaxies acquièrent leur masse et quand.
Alors cela dit, une fois que les barres sont... Ça peut peut-être remettre en perspective les simulations qu'on vous avait montrées précédemment avec ces galaxies qui étaient toujours des spirales barrées, mais la barre se dissolvait puis se reformait aussitôt. Où je disais, mais on ne sait pas si en fait on a toujours eu ces morphologies. Donc effectivement, le début de l'histoire des galaxies est différent, mais ces simulations restent finalement valables pour la suite parce qu'on a des cycles de formation et destruction des barres. Alors ici, une galaxie simulée qui forme sa barre très tôt, un décalage spectral de 1,5, elle est très rapidement détruite, et ensuite elle reforme une barre et elle va rester barrée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est toujours l'accrétion de gaz diffuse qui est responsable de cette persistance des barres. Par exemple, ici on a une galaxie qui, alors dans l'évolution réelle, est celle en rouge. Elle forme sa barre comme la majorité des galaxies, un décalage spectral de 0,7, et puis elle la maintient jusqu'à aujourd'hui. Si on coupe l'accrétion de gaz diffus, qu'on ne laisse plus que les interactions avec les petites galaxies satellites, les galaxies plus massives qui se trouvent plus loin, ce qu'on peut faire dans ces simulations, on a le résultat en bleu où la barre se détruit au bout de quelques milliards d'années. On a un autre exemple ici avec des cycles permis par l'accrétion d'une galaxie qui n'aurait pas de barre aujourd'hui sans l'accrétion externe. Donc on voit, comme je l'avais dit, que les barres galactiques et puis aussi le fait que dans l'univers jeune, ce soit d'autres morphologies qu'on observe et plus des barres galactiques, donc c'est une absence de barres dans l'univers jeune, nous permettent de tracer les processus de formation des galaxies et de tester la cosmologie sous-jacente. Et que la cosmologie standard semble permettre d'expliquer les barres de manière réaliste, même si elle n'explique pas tout, parce que comme je le disais, elle a tendance à faire des disques trop petits, à former trop d'étoiles trop tôt. On en reparlera un petit peu dans la suite. Cela dit, il n'est pas exclu que d'autres modèles cosmologiques l'expliquent aussi bien. Je montre juste rapidement l'évolution d'une barre de galaxies, ici dans un modèle avec matière noire et ici dans un modèle où on dit finalement la matière noire n'existe peut-être pas, c'est peut-être les lois de la gravité qui ne sont pas celles qu'on croit. Et finalement, l'évolution est assez similaire. Maintenant, les barres ne sont pas qu'un traceur de l'évolution des galaxies, c'est aussi un moteur de l'évolution des galaxies. Vous l'avez vu, et donc j'y reviendrai pas en détail sur l'évolution morphologique, avec la formation des bulbes et notamment les résonances verticales qui peuvent donner ces bulbes à structure en cacahuète ou en croix, très bien reproduits par les simulations. Donc c'est, comme vous l'avez vu, un processus étudié en détail, connu depuis longtemps. Je voulais juste dire qu'il est encore étudié aujourd'hui et qu'on comprend de mieux en mieux que des propriétés assez subtiles des galaxies, comme l'âge des populations stellaires, c'est-à-dire l'âge des étoiles, à différents endroits dans la galaxie, où les propriétés chimiques sont très bien expliquées par ces processus dynamiques. Donc ce genre de bulbe non seulement peut être expliqué par les effets des barres, mais est très certainement le résultat des effets des barres. À plus petite échelle, ce que les barres induisent ou régulent, c'est la formation stellaire. C'est comment le gaz évolue, se distribue et se transforme en étoile, ce qui est finalement un des aspects clés de l'évolution des galaxies. Avant de parler du cas des barres, je vais parler de l'aspect le plus universel de la formation stellaire, c'est ce qui se passe dans les bras spiraux. Ici, vous avez une image de Messier 51, avec une barre qu'on ne voit pas très bien dans l'optique, mais qui est très bien présente en infrarouge. Ces deux bras spiraux principaux, les régions en rose sont des régions de gaz ionisé, du gaz H-alpha, et vous voyez qu'elles ont à peu près toutes relativement la même taille et qu'il y a un espacement typique qui est de l'ordre de la centaine de parsecs, qui est en fait la longueur de Jeans, parce que ces régions se forment en partie par fragmentation gravitationnelle dans les bras spiraux. C'est-à-dire que le gaz, à l'échelle globale de la galaxie, il a une densité trop faible pour s'effondrer, mais quand un bras spiral balaye le gaz, il devient plus dense, parce qu'il tombe dans le puits de potentiel des étoiles, et il devient suffisamment dense pour se fragmenter, et donc on a une fragmentation avec typiquement la masse de Jeans et la longueur de Jeans d'espacement entre ces structures. Et puis quand on cartographie le gaz, on voit qu'à chaque région de formation stellaire part ce qu'on appelle des éperons, des structures perpendiculaires au bras spiral qui tentent, on a l'impression, d'éjecter du gaz du bras spiral. On en voit aussi ici 1, 2, 3, pas là, mais il y en a un autre là, un autre là. Ce sont aussi des structures qui sont bien reproduites par les simulations numériques. Ici, on simule une galaxie spirale et je montre sur cette région, donc sur un détail d'un bras spiral. Ici, on a la densité du gaz et ici, on a la vitesse dans le plan. Ce n'est pas une vitesse selon la façon dont on regarde, c'est la norme de la vitesse dans le plan. Et il se trouve qu'on a une séquence évolutive où là, on a tendance à avoir des nuages de gaz qui viennent de se former et là, des nuages de gaz qui se sont formés il y a plutôt 20 ou 30 millions d'années. Ça nous permet un peu de voir comment le processus évolue. C'est-à-dire qu'au début, on a compacté du gaz dans les bras spiraux. Parce qu'il est dense, il va se fragmenter par instabilité de type Jeans ou Jeans-Toumré. Mais on voit que le bras spiral, c'est aussi une région de très fort cisaillement
la vitesse dans le plan passe de 210 à 260 km par seconde. On a un saut d'une cinquantaine de kilomètres par seconde en 200 parsecs. C'est-à-dire que sur 1 km par sec, on a un cisaillement quasiment aussi fort que la rotation de la galaxie. Et quand les régions sont plus âgées, on voit que ce cisaillement a disparu. Par contre, les gradients de vitesse sont présents à petite échelle dans les nuages. Et c'est en fait parce qu'on a toute une série d'instabilités hydrodynamiques qui s'ajoutent à l'instabilité gravitationnelle qui modifient l'évolution de ces nuages. Et typiquement, c'est ça aussi qui forme ces éperons, ces sortes de tourbillons. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait une instabilité de Kelvin-Helmholtz pour ceux qui connaissent, mais ça y ressemble beaucoup. Et cette instabilité convertit l'énergie cinétique présente dans le cisaillement à grande échelle en gradient de vitesse aléatoire, c'est-à-dire en fait en turbulence, à l'intérieur des nuages de gaz. Et donc on a des mouvements de gaz désorganisés à l'intérieur des nuages qui jouent le rôle d'une pression à grande échelle et qui tendent à s'opposer à l'effondrement gravitationnel. Ce qui fait que les étoiles se convertissent en gaz très doucement. Et c'est ça qui explique que quand on regarde la densité de gaz dans les bras spiraux de Messier 51 ou de notre propre galaxie, on se dit mais tous devraient se convertir en étoiles en 100 millions d'années parce que c'est le temps d'effondrement gravitationnel qu'on sait très bien calculer. Or, le taux de formation d'étoiles que l'on mesure, c'est 1 ou 2% de cela. Cette très forte régulation vient essentiellement de cette structure turbulente auto-induite par les bras spiraux. C'est-à-dire que d'un côté, on compresse le gaz, on pourrait rendre la formation stellaire plus rapide qu'on l'observe, mais on génère de la turbulence, une cascade turbulente vers les petites échelles qui régule cet effondrement. Il y a le même processus dans les barres, mais de manière encore plus extrême, c'est-à-dire que les barres compriment fortement toute la matière, les étoiles et le gaz, et c'est là qu'on peut arriver aux densités de gaz les plus élevées. Mais c'est aussi des régions où on a un cisaillement très fort. Voilà donc ici dans une simulation une image d'une barre et de la structure du gaz, la densité du gaz dans une barre. Ici, c'est la quantification des mouvements turbulents, et ici la vitesse radiale, et on voit que la vitesse radiale du gaz, parce que les orbites sont très allongées, passe très vite de valeurs très positives à des valeurs très négatives, c'est-à-dire que sur 1 km par sec entre ici et là, on a un gradient de 300 km par seconde. Donc on va générer une turbulence très forte, et alors en plus, ce qu'on montre ici, dans les régions rouges, on dit qu'on a une turbulence qui est essentiellement compressive, c'est-à-dire qu'on va avoir des mouvements convergents ou divergents, et on va donc fortement comprimer le gaz, ou dans d'autres régions fortement dilatées, donc on va créer des régions très denses, où des étoiles vont se former, puis on va créer des régions de faible densité. Dans les régions bleues, on a essentiellement une turbulence solénoïdale, c'est-à-dire que l'essentiel de l'énergie cinétique est dans des mouvements plutôt de tourbillon plutôt que de compression. Les mouvements de tourbillon un peu désorganisés, ça joue un rôle de pression qui s'oppose à l'autogravité et à la tendance à l'effondrement gravitationnel, donc qui va encore plus fortement réduire la formation d'étoiles. Et donc c'est le cas essentiellement dans les régions denses à l'intérieur de la barre. Et on voit donc ici des images de densité du gaz dans une simulation d'une galaxie barrée à plusieurs instants de son évolution. Et ici, on a une représentation des étoiles jeunes, c'est-à-dire les étoiles qui viennent de se former. Un peu une carte du taux de formation stellaire par unité de surface. Et on voit qu'on forme des étoiles autour de la barre, ici de manière assez faible et diffuse, ici en amas d'étoiles, mais on a toujours une formation stellaire étanchée dans la barre. Et c'est quelque chose qui est tout à fait en accord avec les observations d'ailleurs. Et plus récemment, une équipe de l'Observatoire de Paris a quantifié en détail l'effet de la formation d'une barre. Là, on regardait avant des galaxies barrées, là on passe d'une galaxie non barrée à une galaxie barrée pour voir l'effet de la formation de la barre sur l'efficacité de formation stellaire. Et alors, le taux de formation stellaire devrait croître a priori quand on forme une barre, puisque vous voyez que le gaz est à des densités beaucoup plus élevées ici. On atteint des densités de l'ordre de 10 puissance 3, donc de 1000 atomes par centimètre cube à grande échelle, alors qu'ici on était simplement à des densités à peine de la centaine d'atomes par centimètre cube. Donc le gaz est devenu 10 fois plus dense, sous l'effet de la formation de la barre. Pourtant, la carte des étoiles jeunes ne montre pas beaucoup plus d'étoiles ici que là, on a même l'impression qu'il y en a moins. Et c'est parce que l'efficacité de formation stellaire, ce SFE, qui est le taux de formation d'étoiles divisé par la masse de gaz, diminue fortement, alors dans plusieurs simulations, d'un facteur allant de 5 à 20, mais typiquement d'un ordre de grandeur, d'un facteur 10. C'est-à-dire que certes, on comprime le gaz, mais on rend la conversion du gaz en étoile 10 fois plus lente à cause des gradients de vitesse, du cisaillement et de la turbulence que tout cela génère à plus petite échelle. Donc la barre est un mécanisme qui régule fortement la formation d'étoiles dans les galaxies. Alors si on parle de nos galaxies primordiales, qui ont des structures très fragmentées, très turbulentes, c'est finalement la même chose. C'est-à-dire que
on crée des gros fragments qui concentrent le gaz, mais ces fragments, en s'effondrant sur eux-mêmes, agitent le gaz, le rendent turbulent. Et quand on fait, alors ici j'ai zoomé sur ce fragment, on voit qu'il y a énormément de sous-structures et finalement, il n'y a qu'une toute petite partie du gaz qui va se trouver dans des structures plus denses que la moyenne, au sein desquelles les étoiles vont vraiment se former. Un autre effet des barres sur l'évolution des galaxies, c'est la croissance des trous noirs supermassifs. Alors dans l'exposé précédent, vous avez vu aussi que c'est un mécanisme qu'on étudie depuis les années 90, avec le fait qu'une barre principale va pouvoir conduire du gaz jusqu'à la résonance interne, où un anneau va pouvoir se former, mais le flot de gaz va s'arrêter. Et le mécanisme qu'on connaît depuis longtemps pour aller au-delà, c'est la présence d'une seconde barre, une barre nucléaire, à l'intérieur de la résonance interne de la première, qui prend le relais et qui, à nouveau, génère des couples de gravité sur le gaz pour le faire tomber plus au centre. Ce mécanisme est valable, et certainement, et il a été illustré par des simulations, mais les simulations les plus récentes capables de résoudre vraiment le détail de la structuration du gaz génèrent un autre mécanisme peut-être plus rapide et plus efficace, qui est que donc, une barre de galaxie, ici on a une image qui fait à peu près 2 kg par sec, on a vraiment zoomé sur la barre, va conduire du gaz vers le centre, et puis quand les spirales de gaz passent le demi-grand axe, les couples s'inversent, c'est-à-dire qu'on est au rayon de la résonance interne, les couples deviennent positifs. Donc le gaz à l'extérieur a tendance à tomber, mais le gaz à l'intérieur serait plutôt repoussé. Donc on accumule du gaz dans un anneau qu'on a vu se former ici, qui est alimenté continuellement par le flot de gaz le long des deux bras spiraux à l'intérieur de la barre. Là, on a zoomé sur d'un facteur 4 par rapport à ici. Donc l'anneau est bien présent aussi là, vous le voyez plus en détail. C'est que cet anneau accumule suffisamment de gaz pour devenir gravitationnellement instable, se fragmenter en nuages de gaz qui vont former des nouvelles étoiles. Et toujours ce même processus de friction dynamique fait que ces nuages de gaz vont tomber de plus en plus près du centre. Ici, on a le trou noir central, ici, et on voit qu'on a créé un filament de nuages de gaz qui sont en train de plonger vers le trou noir central. Et ce qu'on trouve récemment, c'est que la fragmentation de l'anneau peut se faire plus vite que la formation d'une barre nucléaire. Sans que, si on regardait les étoiles sous-jacentes, on commence quand même à avoir une barre nucléaire. Mais donc ça rend le processus plus rapide, plus efficace. Cette fragmentation d'anneaux, on l'observe au sein de diverses galaxies qui ont... Alors ici, on a une galaxie barrée entière, mais il y a un anneau ici au centre. Là, on est en train de regarder des zooms sur le kiloparsec central. Donc on est à l'intérieur d'une barre de galaxies barrées. On aurait à peu près ici le petit axe d'une barre. On voit ces anneaux accumulés à la résonance interne et on voit que ces anneaux se fragmentent en région de formation d'étoiles. Donc finalement, on a la possibilité d'avoir un cycle d'alimentation du trou noir central, parce qu'une fois que cet anneau se fragmente, les grumeaux de gaz tombent vraiment très près du trou noir, et puis on arrive à accumuler le gaz au centre. Et là, donc, dans cette simulation, on est déjà, là on a le rayon de résonance interne, donc on est déjà à l'intérieur de la barre, on arrive en une vingtaine de millions d'années à avoir un tout petit disque de 5 parsecs de rayon autour du trou noir central. Et là, on est vraiment dans la région, les forces gravitationnelles à quelques parsecs sont dominées par le trou noir central, dans une galaxie comme notre Voie lactée, dans toutes les galaxies massives. Et là, on est vraiment donc, en fait, dans un disque d'accrétion autour du trou noir. Ce disque va avoir ses bras spiraux qui vont transporter du moment angulaire. Une partie du gaz va tomber vers le trou noir. Donc à grande échelle, les réserves de gaz sont préservées par la barre, parce que la barre amène beaucoup de gaz au centre, mais en même temps l'empêche de se transformer en étoile trop vide. Donc on préserve des réserves de gaz. On les amène à la résonance interne où le flot à grande échelle est bloqué. Mais on peut avoir des barres nucléaires, mais on peut aussi avoir ce nouveau processus de fragmentation qui va faire tomber du gaz dans la région dominée par le trou noir, où on peut facilement former un disque d'accrétion et accréter ce gaz vers le trou noir. Alors observationnellement, il y a eu beaucoup d'études qui ont essayé de relier la présence de barres et la présence de trous noirs en train d'accréter de la masse. Donc le trou noir devient lumineux à cause du disque d'accrétion autour, c'est ce qu'on appelle un noyau actif. Pendant longtemps, les statistiques étaient trop limitées. On a quand même des études récentes qui montrent que les barres favorisent les noyaux actifs dans les galaxies les plus nombreuses. Ce plan ici montre une distribution de galaxies en fonction de la masse stellaire en abscisse et en ordonnée d'une couleur U-R. C'est-à-dire que plus on est vers le haut, plus la galaxie est bleue, plus elle forme d'étoiles. Et donc vous avez les contours isodensité. Donc la plupart des galaxies sont le long de cet axe. Et le long de cet axe, les zones en bleu vous donnent la différence entre la fraction de galaxies qui sont barrées avec un AGN, un noyau actif, donc un trou noir en train de grandir, et la fraction de celles qui ont aussi un noyau actif mais qui n'ont pas de barre. Et vous voyez que pour les galaxies les plus nombreuses, on est clairement dominé par les couleurs bleues. Donc les galaxies qui ont un AGN sont plus barrées que la moyenne. Par contre, pour les galaxies les plus actives, celles qui forment le plus d'étoiles, qui sont aussi celles qui ont les plus gros trous noirs, ou du moins les trous noirs en croissance la plus rapide,
on est plutôt dominé par autre chose. Vous voyez qu'on passe dans les valeurs négatives. Et cette autre chose, c'est sans doute les collisions de galaxies, cette fois. Voilà 2 études récentes dans l'univers proche et dans l'univers plus lointain. Ici, on compte la fréquence d'occurrence des noyaux actifs, des trous noirs en train de grandir dans les galaxies, en fonction de la distance du plus proche voisin, la galaxie la plus proche. Donc là, on a des galaxies quasi isolées, et là, on a des galaxies fortement en interaction, et vous voyez que les noyaux actifs peuvent être 3 ou 4 fois plus fréquents. Donc les trous noirs grandissent plus facilement quand les galaxies entrent en collision, ou même juste sont en interaction à distance. Et de même ici, donc, dans l'univers plus lointain, une distribution de la luminosité de ces noyaux actifs qui trace en fait le taux de croissance du trou noir en fonction du décalage spectral, redshift, et des types morphologiques. Les seuls types morphologiques qui ne soient pas perturbés par la présence d'un compagnon ou des signes de collision de galaxies, c'est les points jaunes. Vous voyez que les points jaunes, c'est moins de la moitié du total, alors que les galaxies qui sont en collision, quel que soit le décalage spectral, c'est beaucoup moins que la moitié du nombre de galaxies qu'on peut observer. Donc tout ça permet de dire que oui, les barres permettent d'alimenter les noyaux actifs, c'est toutefois peut-être pas le mécanisme principal pour les trous noirs supermassifs les plus importants. Pour finir, quelques perspectives des travaux de recherche par un peu toutes les équipes qui travaillent sur cette thématique. Donc, comment tracer l'évolution, la formation des galaxies et comprendre aussi leur évolution à l'aide des barres et des structures morphologiques. Au niveau des observations, il y a trois grands observatoires au sol ou dans l'espace qui vont entrer en service. Le James Webb Space Telescope, qui va remplacer dans 1 an ou 2 ans le télescope spatial Hubble, avec comme principal intérêt sans doute de permettre d'aller à des longueurs d'onde plus grandes dans l'infrarouge plus lointain et donc de voir la morphologie des galaxies à des décalages spectraux croissants sans se retrouver à recevoir la lumière émise par l'ultraviolet, donc à voir que la toute petite partie des étoiles très jeunes qui émettent significativement dans l'ultraviolet. Un autre satellite, Euclide, qui devrait être lancé en 2020 ou peu après, début des années 2020, qui lui va moins aller dans l'univers très lointain, mais va chercher à faire des cartographies très complètes à très haute résolution de très grandes régions du ciel, donc pas forcément avec une résolution spatiale suffisante pour résoudre les galaxies primordiales dans l'univers très lointain, mais surtout qui va cartographier de manière systématique toutes les structures qu'on peut trouver dans les galaxies. Alors, les barres, on les observe assez facilement sans avoir des observations très sensibles, très profondes. Mais les bras spiraux dans les régions externes, les anneaux qui peuvent dire que si on trouve des anneaux à certains rayons, c'est qu'à une époque, il y a eu une barre qui était en résonance avec ce rayon-là. Et puis un autre instrument qui est, à un peu plus long terme, le successeur du VLT, le ELT, donc le télescope extrêmement large européen, qui, lui, grâce au recours à l'optique adaptative, va permettre de faire de la spectroscopie très détaillée du gaz et donc tracer encore plus précisément les mouvements du gaz dans les galaxies lointaines, dans les galaxies primordiales, et comprendre l'origine de ces fragments, comment la formation stellaire se fait et comment les processus de rétroaction agissent. Et puis en parallèle, pour comprendre ces observations, on a besoin de plus en plus des simulations numériques. Alors il y a 2 grands défis au niveau des simulations numériques. Il y en a un qui est qu'on aimerait arriver à mettre toutes les échelles ensemble, c'est-à-dire à faire des simulations cosmologiques où on part des fluctuations primordiales de l'univers, on laisse les structures de matière noire se former, on laisse les galaxies se former au sein des structures de matière noire, mais en même temps, on aimerait résoudre les échelles critiques, pas se dire notre galaxie, on la résout à peine, donc elle va former des étoiles un peu partout, tout le temps, à voir en détail la physique de comment le gaz se place par rapport à une barre, comment les nuages, où et comment les nuages de gaz se forment, et donc où et comment le gaz se convertit en étoile et à telle vitesse. Ça nécessite bien sûr des rapports de résolution énormes, puisque là, on a une résolution de l'ordre du parsec dans ces nuages à l'intérieur d'une simulation de galaxie, et que les simulations cosmologiques, elles couvrent des volumes de quelques centaines de mégaparsecs. Donc le rapport de distance est énorme, et puis le rapport d'échelle de temps également. C'est-à-dire que si vous résolvez des processus à petite échelle, vous avez affaire à des processus qui sont rapides par rapport à l'évolution des galaxies. C'est-à-dire que les temps caractéristiques d'instabilité ou de refroidissement du gaz ou de conversion du gaz en étoile ici sont de moins d'1 million d'années. On peut avoir des temps caractéristiques de l'ordre du millier d'années. Donc le pas de temps de progression des simulations, plus on va aller vers la résolution des petites échelles, plus il va être court. Donc le pas de temps va être 1 millier d'années.
à ramener à l'âge de l'univers qu'on a besoin de simuler dans une simulation cosmologique. Donc non seulement il faut pousser la résolution spatiale, il faut aussi faire des simulations qui calculent très vite, parce qu'il y aura énormément de temps à calculer. Alors pour ça, on espère avoir d'ici quelques années des calculateurs dits hexaflopiques, c'est-à-dire capables de faire 10 puissance 15 opérations en virgule flottante sur des réels, pas sur des entiers, par seconde. Ça nécessite aussi d'avoir les codes de calcul adaptés, parce que utiliser 100 000 microprocesseurs reliés les uns aux autres ensemble, s'il y en a un qui finit un calcul pendant que les autres attendent, c'est pas plus rapide que d'en utiliser un seul. Donc il faut avoir des codes qui équilibrent très bien la charge de calcul, qui donnent la même quantité de travail à chaque instant à tous les microprocesseurs, pour que tous aient fini leur calcul en même temps. Et il y a beaucoup d'équipes qui travaillent actuellement en astrophysique, et notamment dans le domaine des simulations cosmologiques et la mise au point de tels codes. Et puis l'autre enjeu au niveau des simulations, mais je dirais plus de la théorie, c'est finalement le défi central du domaine de la formation des galaxies. C'est qu'on a des simulations qui arrivent à expliquer l'évolution morphologique des galaxies. Il existe des simulations cosmologiques qui font des spirales barrées, qui font des galaxies elliptiques aussi, mais ces simulations forment toutes des étoiles beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt. Elles forment des galaxies qui ont la bonne morphologie, mais qui sont trop massives. Et elles forment aussi des galaxies qui, à un décalage spectral de 2, ne contiennent plus que 10% de gaz. C'est-à-dire qu'en gros, la conversion du gaz en étoile est déjà presque achevée, alors qu'on devrait encore contenir 50% de gaz. Donc on produit les bonnes morphologies, mais pas de la bonne façon, sans doute. Et, autre point de vue, on a des simulations cosmologiques, ou même des petits modèles cosmologiques analytiques, qui arrivent à expliquer l'histoire de la formation stellaire. C'est-à-dire pourquoi, à un décalage spectral de 2, on a formé la moitié de la masse d'étoiles qu'on voit aujourd'hui dans l'univers. Un décalage spectral de 1, c'est 2 tiers. Pourquoi ça ne s'est pas fait plus tôt ou plus tard? Mais les simulations cosmologiques qui ont la meilleure histoire de formation stellaire n'ont pas la bonne évolution morphologique, et notamment, je vous l'ai montré au début, elles forment toutes des galaxies spirales non barrées, pour certaines, sans elliptiques, ou alors d'autres vont former des galaxies qui sont toutes des elliptiques compactes et les disques sont une minorité, alors que l'essentiel devrait être des spirales et avoir des barres. Et là, on n'est pas certain que juste faire des simulations allant à plus de résolution, de précision, permettent de résoudre ce problème. Il se peut que les difficultés qu'on a à expliquer ces deux aspects simultanément aujourd'hui viennent de biais numériques dus au manque de résolution, de précision des calculs. Il est aussi tout à fait possible qu'il y ait des processus physiques qu'on n'ait pas encore imaginés aujourd'hui et qu'on n'ait donc pas encore mis dans nos simulations qui permettent de mieux comprendre la formation des galaxies.